Du professeur Israël Shahak, Histoire et religion juive, suite le judaïsme classique, suite Angleterre, France, Italie. La première période d'établissement des Juifs en Angleterre ayant duré très peu, et ayant coïncidé avec la formation de la monarchie féodale nationale anglaise, ce pays offre peut-être la meilleure illustration du schéma signalé plus haut. Les Juifs furent amenés outre-Manche par Guillaume le Conquérant en tant que membres de la classe dirigeante normande francophone, spécialement chargée d'accorder des prêts aux seigneurs anglais spirituels et temporels, qui auraient été sinon incapables d'acquitter leurs redevances au roi, Guillaume accablant le pays d'impôts et les extorquant avec une rigueur alors inconnue dans les autres monarchies européennes. Leur plus grand protecteur royal fut Henri II. La Grande Charte marqua le début de leur déclin qui s'accentua lors de la révolte des barons contre Henri III. La solution provisoire de ce conflit par Édouard Ier, avec l'institution de la Chambre des communes et d'un système d'imposition ordinaire et fixe, eut pour corollaire l'expulsion des Juifs. Pareillement en France, les Juifs prospérèrent pendant la formation au XIe et XIIe siècle des puissantes principautés féodales dans le domaine royal. Et leur meilleur protecteur dans la ligne des Capétiens fut Louis VII le Jeune, 1137-1180, roi sincèrement chrétien. À cette époque, les Juifs de France sont des chevaliers, en hébreu parachim, et leur plus haute autorité dans ce pays, Rabbeinu Tam, les rappelle à la valeur de ce titre. Si un seigneur leur propose de venir s'établir sur son fief, ils doivent bien veiller à ce qu'on leur accorde les mêmes privilèges qu'aux chevaliers français. Le déclin s'amorce avec Philippe Auguste, premier artisan de l'alliance politique et militaire de la couronne, avec la force montante des communes, et se précipite sous Philippe le Bel, qui convoque les premiers États généraux en 1302 pour s'assurer des appuis contre le pape, et aboutit finalement à l'expulsion des Juifs de toute la France, mesure liée directement à l'affermissement du régime fiscal et à l'affirmation du caractère national de la monarchie. On peut dire la même chose des autres pays d'Europe où vivaient des Juifs à l'époque. Je reviendrai sur le cas de l'Espagne chrétienne et de la Pologne. En Italie, où beaucoup de villes étaient des républiques, on observe régulièrement la même évolution. Les Juifs prospérèrent surtout dans les États du pape et dans les royaumes jumeaux de Sicile et de Naples jusqu'à leur expulsion sur ordre de l'Espagne vers 1500, ainsi que dans les enclaves féodales du Piémont. Mais dans les grandes cités commerciales et indépendantes comme Florence, ils étaient peu nombreux et leur rôle social était négligeable. Le monde musulman. Le même schéma général s'applique aussi aux communautés juives qui vivaient à l'époque classique dans les pays musulmans, à cette importante exception près que l'expulsion des Juifs, mesure contraire à la loi islamique, y était un phénomène pratiquement inconnu. Une telle mesure n'est ni ordonnée ni interdite par le droit canon catholique du Moyen-Âge, soit dit en passant. Dans les pays musulmans, les communautés juives, en fait je me permets même de dire que selon la théologie catholique, à travers les pères de l'Église, à travers le magistère des papes, eh bien, la seule religion qui était tolérée en chrétienté, c'était le judaïsme, et les Juifs, comme porteurs des Saintes Écritures de l'Ancien Testament, devaient être protégés. Fin de remarque de frère Ismaël. Dans les pays musulmans, les communautés juives connurent un siècle d'or célèbre, mais qui apparaît moins reluisant si l'on songe à ses implications sociales. Sous des régimes profondément coupés de la grande majorité des peuples dominés et n'imposant leur pouvoir que par la force brute et une armée de mercenaires. Le meilleur exemple en est l'Espagne musulmane, où le véritable âge d'or juif, floraison de la poésie, de la grammaire, de la philosophie, etc., hébraïque, commença précisément avec l'effondrement du califat omeyyade d'Espagne, consécutif à la mort du souverain effectif, le ministre Al-Mansour, en 1002,
et avec l'établissement des nombreux royaumes de taïfa ou factions, tous fondés sur la violence. L'ascension du fameux commandant en chef et premier ministre juif du royaume de Grenade, Samuel le Chef, Shmuel Han-Nagid, mort en 1052, qui fut aussi un des plus grands poètes juifs de tous les temps, reposa principalement sur le fait que le royaume qu'il servait n'était qu'une tyrannie exercée par une armée berbère relativement petite sur la population arabophone. Une situation semblable se réalisa dans les autres royaumes hispano-arabes de Taïfa. Mais la position des Juifs déclina nettement avec l'établissement des Almoravides, 1086-1090, et devint très précaire sous le régime fort et populaire des Almohades après 1147. En butte aux persécutions, les Juifs émigrèrent alors vers les royaumes chrétiens d'Espagne où le pouvoir des rois était encore très faible. On peut faire des observations analogues en ce qui concerne les États de l'Orient musulman. Le premier État dans lequel la communauté juive acquit une position politique importante fut l'Empire des Fatimides, surtout après qu'il eut conquis l'Égypte en 969. Et cela parce qu'il se fondait sur la domination d'une minorité religieuse, les chiites ismaéliens. Le même phénomène se reproduisit dans les empires seldjoukides. S'appuyant sur des armées de type féodal, des mercenaires et de plus en plus, le temps passant, sur des milices d'esclaves, les Mamelouks, et dans les États qui leur succédèrent. Les faveurs accordées par Saladin aux communautés juives, d'Égypte d'abord puis de l'ensemble de son empire, ne furent pas seulement l'effet de ses réelles qualités personnelles de tolérance, charité et profonde sagesse politique. Elles tenaient tout autant au fait qu'il s'était emparé du pouvoir par rébellion et usurpation, s'étant servi des mercenaires fraîchement arrivés en Égypte, dont il avait le commandement, pour renverser la dynastie qu'il était censé servir comme l'avaient fait son père et son oncle. Mais le meilleur exemple fourni par le monde musulman est peut-être l'Empire ottoman, où surtout durant ses beaux jours, au XVIe siècle, les Juifs jouirent d'une position sans pareille en Orient depuis la chute de l'ancien empire perse. On lit en note. Autre exemple caractéristique peut-être l'empire parthe, jusqu'en 225 après Jésus-Christ. Mais on n'en sait pas assez à son sujet, sinon que l'établissement de l'empire national perse des Sassanides s'accompagna d'un déclin immédiat de la position des Juifs. Fin de note. Comme on sait, le régime ottoman se fonda à ses débuts sur l'exclusion presque totale des Turcs eux-mêmes, pour ne pas parler des autres musulmans de naissance, des grandes fonctions politiques et du noyau dur de l'armée, les janissaires, ces deux corps de l'État étant composés d'esclaves nés chrétiens appartenant au sultan, enlevés dans leur prime enfance et élevés dans des écoles spéciales. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, aucun Turc né libre ne pouvait devenir janissaire ou obtenir un poste important dans l'administration. Dans un tel régime, le rôle des Juifs dans leur propre sphère était l'équivalent de celui des janissaires dans le leur. Ainsi, plus un régime se dissociait politiquement de ses propres peuples, et meilleure était la position des Juifs. Celle-ci déclina lorsque les Turcs eux-mêmes, ainsi que certains autres peuples musulmans comme les Albanais, furent admis dans la classe dominante. Mais ce déclin n'eut rien de vertigineux puisque l'Empire ottoman continua comme auparavant d'être un régime arbitraire et non national.